Elle n'était personne. Et pourtant, un jour, elle a tenu entre ses mains le destin d'une entreprise entière. Personne ne voyait vraiment Sophie Leclerc. Chaque matin, elle passait les portes de l'usine mécatronique en silence, son chariot de nettoyage grinçant sur le béton. Mais un jour de février glacial, tout a basculé. Ce qu'elle a trouvé sur un bureau poussiéreux allait menacer un empire bâti sur le mensonge. Avant d'être la femme invisible de mécatronique, Sophie était promise à un avenir brillant. Diplômée en traduction juridique, fluide en allemand, elle était la fierté de ses professeurs à l'Université de Strasbourg. On lui prédisait une carrière dans les plus grands cabinets européens. Mais la vie a un goût amer quand elle décide de vous arracher vos rêves sans prévenir. Le jour où sa mère a été diagnostiquée d'une polyarthrite invalidante, tout s'est effondré. Les frais médicaux ont englouti les économies familiales. Sophie a quitté les amphis pour enchaîner les petits boulots, jusqu'à devenir femme de ménage dans cette vieille usine, perdue dans une zone industrielle en déclin à la périphérie de Lyon. Chaque jour, elle lavait les sols avec rage. Chaque nuit, elle rentrait épuisée, le cœur serré, la tête pleine de ce qu'elle aurait pu être. Mais ce matin-là, le sort a vacillé. En nettoyant le bureau du directeur général, elle a aperçu une liasse de documents posés en évidence. Un logo allemand, des clauses, de la langue qu'elle n'avait plus pratiquée depuis des années, mais qui coulait encore dans ses veines. Elle n'a pas pu résister. Elle a lu. Et ce qu'elle a découvert l'a glacée jusqu'à l'os. Le contrat parlait du rachat imminent de mécatronique par un géant allemand de l'électronique. En apparence, rien d'inhabituel, mais une clause, dissimulée au milieu des paragraphes juridiques, permettait aux acheteurs de limoger la direction actuelle en cas de fraude financière avérée. Et Sophie savait. Tout le monde murmurait que Marc Delcourt, le directeur, trafiquait les comptes depuis des années. Ce contrat, c'était une bombe prête à exploser. C'est à ce moment précis que la voix grave et sarcastique de Delcourt a résonné derrière elle. « Alors, tu fais aussi traductrice maintenant ? Allez, fais-nous rire. Lis donc à haute voix. » Elle aurait pu fuir. Elle aurait pu s'écraser. Mais au lieu de ça, Sophie s'est levée. Elle a croisé son regard et elle a lu. Chaque mot était une gifle au visage du pouvoir. Delcourt a souri d'un air narquois, mais ses yeux, eux, trahissaient l'angoisse. Il savait. Elle savait. Le jeu venait de commencer. Sophie n'a parlé à personne. Pas tout de suite. Elle avait peur. Peur d'être virée, salie, détruite. Mais elle ne pouvait pas se taire. Alors, à la pause déjeuner, elle s'est assise en face d'Anaïs Morel, la chef comptable, une femme droite et respectée. Elle a posé les papiers sur la table. Ses mains tremblaient. « J'ai trouvé ça. » Ce n'est pas un simple contrat. Si les Allemands découvrent les irrégularités de Delcourt, ils prendront le contrôle. Anaïs l'a fixé longuement, en silence. Tu es soit incroyablement courageuse, soit complètement folle. Mais elle a pris les documents. Et à partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. Les jours suivants, Sophie a vécu dans un état de tension insoutenable. Elle continuait à nettoyer les sols, à vider les poubelles, mais son esprit restait fixé sur les paragraphes du contrat. Chaque soir, elle recopiait mot pour mot les clauses, les traduisait, les analysait. Puis un soir, dans la salle de pause déserte, une main s'est posée sur son épaule. « On m'a dit ce que tu faisais, » murmura Lucas Vidal, l'ingénieur en chef. « Tu te bats contre un monstre, mais tu n'es pas seul. On a besoin de toi. Et moi, je suis avec toi. » Un frisson a traversé Sophie. Pour la première fois, elle n'était plus seule. Mais dehors, la menace se précisait. Des rumeurs couraient dans les couloirs. L'arrivée de l'équipe d'audit allemande était imminente, et Delcourt faisait tout pour dissimuler les traces. C'est alors que l'inattendu s'est produit. Un matin, Anaïs l'a convoquée en urgence dans une salle isolée. « J'ai tout vérifié. Tes traductions sont justes. Ce contrat est une arme. Et toi, Sophie, tu en es la détentrice. Maintenant, il faut choisir. On agit. Ou on se tait à jamais. » Sophie a serré les dents. Elle avait peur. Mais elle n'était plus cette étudiante effacée, ni cette femme de ménage invisible. Elle tenait entre ses mains la vérité et le pouvoir de la faire éclater. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant.
Le bruit courait désormais comme une traînée de poudre. Les investisseurs allemands arrivaient dans 3 jours. Dans l'usine, tout le monde s'agitait, nettoyait, repeignait, réparait en urgence les machines les plus visibles. Mais sous cette façade brillante, la tension était palpable. Certains savaient, d'autres pressentaient, et Marc Delcourt, lui, devenait nerveux. Sophie Leclerc, quant à elle, avançait dans les couloirs comme une ombre, le cœur battant à chaque pas. Elle n'était plus seulement la femme d'entretien. Elle était la pièce maîtresse d'un engrenage en train de se briser. Dans le bureau d'Anaïs Morel, la lumière d'une lampe halogène projetait des ombres sur les murs. Lucas Vidal était là aussi. Les volets tirés, les voix basses, comme si l'usine pouvait entendre. Anaïs prit une profonde inspiration. Ce contrat, avec cette clause sur les pratiques comptables, c'est une bombe. Si on la fait exploser devant les Allemands, c'est la fin de Delcourt. Lucas acquiesça. Mais c'est aussi la fin de notre tranquillité. Il va se défendre. Et il n'a jamais reculé devant rien. Un silence lourd tomba dans la pièce. Puis Sophie se redressa. On ne peut pas reculer. Pas maintenant. Ce n'est plus une question de courage. C'est une question de justice. Et à ce moment-là, une idée folle prit forme. Ils décidèrent de préparer un dossier complet, avec toutes les pièces. Les clauses traduites mot à mot, les écritures comptables douteuses récupérées par Anaïs, les captures de mails internes montrant des ajustements suspects. Le tout serait remis directement à Henry Kruger, l'investisseur principal, lors de sa visite. Mais il fallait être discret. Le moindre faux pas pouvait tout faire basculer, car Delcourt avait des yeux partout. Le jour J arriva. Un cortège de voitures sombres franchit les grilles de l'usine sous un ciel d'acier. Costumes impeccables, regards tranchants, l'équipe allemande était là pour voir, écouter et juger. Sophie les observa de loin, tremblante. Henry Kruger n'était pas un homme à qui l'on mentait. Il avait ce regard perçant, celui d'un faucon en chasse. Dans la salle de conférence, tout semblait sous contrôle. Delcourt souriait, il savait jouer. Il avait même préparé un PowerPoint impeccable. Mais soudain, Kruger leva la main. « Monsieur Delcourt, pouvez-vous expliquer les variations dans les rapports financiers du 3e trimestre? Votre bilan ne correspond pas aux prévisions transmises. » Le silence s'abattit. Delcourt balbutia. Justification floue, vocabulaire vague. Mais Sophie, depuis l'extérieur, sentit le masque se fissurer. Elle n'était plus seule à savoir. Les regards se croisaient, des murmures, une tension qui s'épaississait. Ce soir-là, le trio se retrouva à nouveau. Lucas, Anaïs, Sophie, autour d'un vieux classeur, ils posèrent le dossier, relié, ordonné, prêt. C'était leur acte de guerre. « Demain, dit Anaïs, on le remet à Kruger. Directement, dans la salle du conseil et on assume. » Sophie hocha la tête. Elle n'avait jamais eu autant peur. Mais elle n'avait jamais été aussi vivante. Le lendemain, l'heure de vérité sonna. Réunis dans la grande salle vitrée, tous les cadres de mécatronique étaient là. Delcourt trônait en bout de table, sûr de lui. Kruger, impassible, observait chaque mouvement. Puis, sans prévenir, Sophie s'avança. D'un geste calme, elle posa le dossier sur la table. « Monsieur Kruger, dit-elle d'une voix claire, je vous prie de prendre connaissance de cette clause traduite par, ainsi que des éléments financiers qui y sont liés. Ce que vous tenez entre les mains pourrait changer le destin de cette entreprise. » Un frisson parcourut la salle. Delcourt bondit. « C'est de la diffamation. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Vous n'avez aucune légitimité ici. » Mais Kruger, stoïque, ouvrit le dossier et lut. Lentement, page après page. Puis il releva les yeux. Ses mots tombèrent nets, tranchants. Une enquête sera ouverte immédiatement. Et si ces éléments s'avèrent exacts, des mesures seront prises. Delcourt perdit ses couleurs. Sophie, elle, restait droite. Elle venait de déclencher une tempête. Le masque était tombé. Marc Delcourt, l'homme intouchable, le stratège au compte truqué, venait d'être exposé au grand jour. Et cette fois, même ses sourires en coin ne suffiraient plus. Dans l'usine, le silence était lourd, presque sacré. Tous savaient que quelque chose venait de se passer. Mais personne ne savait encore jusqu'où ça irait. Henry Kruger et ses associés avaient quitté la salle sans un mot de trop. Le dossier remis par Sophie n'avait laissé place à aucun doute. Il contenait tout. Et maintenant, l'audit commençait. Pendant 3 jours, les Allemands retournèrent chaque registre, chaque facture, chaque relevé bancaire. Sophie, Anaïs et Lucas observaient de loin, crispés, tendus.
ils avaient osé. Mais dans ce silence d'attente, le doute rampait. Et si rien ne bougeait? Et si Delcourt s'en sortait? Et s'il les faisait tous tomber un par un? Le 4e jour, alors que l'aube peinait à percer les nuages, Sophie fut convoquée dans une petite salle à l'arrière du bâtiment. Kruger l'attendait, seul. Son regard était grave, mais calme. « Mademoiselle Leclerc, vous avez été courageuse. Ce que vous avez révélé dépasse de loin un simple conflit interne. C'est une fraude systémique, documentée, répétée, dangereuse. » Il se leva. « Nous allons agir, et nous voulons que vous restiez, que vous participiez à la reconstruction. » Sophie resta figée. Elle? Rester? Participer? Pendant un instant, tout vacilla en elle. La peur, la légitimité, la fatigue. Mais une autre voix s'imposa, celle de la justice, du devoir, de sa propre voix, enfin retrouvée. « Je suis prête. » Le coup de tonnerre tomba le lendemain matin. Marc Delcourt fut démis de ses fonctions officiellement, publiquement, escorté hors de l'usine sans cérémonie. Des employés regardaient par les vitres. Certains choqués, d'autres soulagés. Personne n'applaudit, mais chacun comprit. Une ère venait de se terminer, et une autre commençait. Dans les semaines qui suivirent, tout changea. L'usine, autrefois grise et épuisée, se transforma, non pas dans ses murs, mais dans ses cœurs. Les ouvriers, autrefois résignés, recommencèrent à parler, à proposer, à croire. Sophie, elle, n'était plus la fille du ménage. Elle était celle qui avait osé. Celle qui avait compris un contrat que personne d'autre n'avait pris le temps de lire. Celle qui avait refusé de se taire. Aux côtés d'Anaïs et de Lucas, elle mit en place une cellule d'éthique, un comité interne de transparence, des réunions régulières avec les équipes. La confiance ne se décrétait pas. Elle se reconstruisait, brique par brique. Mais le prix à payer n'était pas encore terminé. Un soir, alors que Sophie sortait tard du bureau, une silhouette l'attendait près de sa voiture. Delcourt. Viré, humilié, éjecté de la sphère industrielle, mais pas brisé. « Tu crois avoir gagné, murmura-t-il, mais tu n'es rien. Tu ne sais pas diriger. Tu ne tiendras pas 6 mois. » Sophie le fixa droit dans les yeux. Elle n'avait pas peur. Pas cette fois. « Peut-être, mais moi je ne construis rien sur le mensonge. Et si je tombe, ce sera debout. » Delcourt tourna les talons, furieux. Il venait de perdre quelque chose qu'il ne retrouverait jamais, le contrôle. Dans l'usine, la machine repartait, lentement, solidement. Mais au fond de Sophie, une chose était claire. Ce combat n'était que le début. Elle ne voulait pas seulement sauver une entreprise, elle voulait changer sa culture. Car le silence avait permis la corruption. Et désormais, sa voix, à elle, ne se tairait plus. Le plus dur n'était pas de renverser Marc Delcourt. Le plus dur, c'était ce qui venait après. Diriger sans l'avoir jamais demandé. Prendre des décisions qui pèsent, porter des regards sceptiques, sentir les doutes dans les silences. Sophie Leclerc n'était pas une dirigeante née, elle l'apprenait à la dure. La nomination officielle tomba un mardi matin. Le conseil d'administration, impressionné par son courage et par la confiance des investisseurs, décida de l'installer en tant que coordinatrice exécutive provisoire, en tandem avec Lucas Vidal. Anaïs Morel restait à la comptabilité, mais désormais, son bureau avait des murs en verre. Transparence, c'était le mot d'ordre. Mais dans les couloirs, les regards n'étaient pas tous bienveillants. On va laisser une femme de ménage gérer cette boîte? Elle croit quoi? Qu'il suffit de dénoncer pour savoir diriger? Elle tombera avant la fin du trimestre. Sophie entendait. Chaque murmure, chaque pic, elle faisait mine de ne pas y prêter attention. Mais le soir, seule, elle s'effondrait parfois. Et pourtant, chaque matin, elle revenait. La première épreuve ne tarda pas. Un énorme contrat avec un distributeur espagnol devait être honoré dans un délai serré. Problème, une pièce clé manquait. Une livraison bloquée en douane à Barcelone. Et ce n'était pas un hasard. Anaïs l'avait remarqué. Les documents logistiques portaient la signature d'un ancien contact Delcourt. Sabotage discret, suffisant pour faire capoter la commande et remettre en question la nouvelle direction. Sophie sentit le piège, mais au lieu de paniquer, elle réunit son équipe. On a 72 heures, pas une de plus. On trouve une solution ou on tombe. Lucas appela tous ses contacts dans la filière technique. Anaïs explora les fichiers jusqu'à tomber sur un fournisseur alternatif en Belgique. Pendant ce temps, Sophie prit une décision risquée. Elle appela elle-même Henry Kruger. « Monsieur Kruger, j'ai besoin de vous.
Pas pour couvrir nos erreurs, mais pour protéger notre honnêteté. Kruger ne dit pas grand-chose, mais 12 heures plus tard, le blocage douanier était levé. Le contrat fut livré dans les délais. Un succès discret, mais crucial. Car ce soir-là, dans l'atelier, les ouvriers l'attendirent. L'un d'eux, un ancien, lui tendit un café. C'est pas gagné. Mais vous tenez la barre. Elle sourit. Un sourire vrai, humble. C'était peut-être ça, finalement, diriger. Tenir la barre, même dans la tempête. Mais les anciens alliés de Delcourt n'avaient pas dit leur dernier mot. Quelques jours plus tard, un membre du conseil demanda à la voir en privé. « Sophie, vous avez du mérite, mais vous n'avez pas de diplôme en gestion, pas d'expérience. Nous envisageons de nommer un consultant pour reprendre les rênes. Vous resteriez en soutien symbolique. » Elle l'écouta, en silence, puis répondit « J'ai peut-être pas votre jargon, mais j'ai sauvé cette entreprise avec la seule arme qu'on ne vous apprend pas dans les écoles, l'intégrité. Si ça ne vous suffit pas, alors remplacez-moi. Mais ne me demandez pas de trahir ce que je suis. » Le conseiller baissa les yeux. Il ne rappela jamais. Le vent tournait, lentement mais sûrement. Des employés jusque-là méfiants vinrent proposer des idées. Les réunions hebdomadaires devinrent plus dynamiques. Des sourires réapparurent. Des rires même. Parfois. Et au fond de l'usine, là où les machines vrombissent, quelqu'un avait écrit à la craie sur le mur. « Elle a nettoyé les sols. » Maintenant, elle nettoie les consciences. Sophie l'avait lu, en silence, et dans ses yeux, une lueur nouvelle. Maintenant, elle signe les contrats. Mais les titres ne protègent pas, et le passé, lui, a une mémoire tenace. 3 mois après la chute de Delcourt, Mécatronique semblait renaître. Les chiffres étaient en hausse, le moral aussi. Et pourtant, quelque chose clochait. Des appels restaient sans réponse. Des fournisseurs semblaient hésiter. Certains dossiers disparaissaient brièvement du serveur interne avant de réapparaître modifiés. Lucas en fut le premier à s'en alarmer. Il y a quelqu'un qui agit en sous-main, quelqu'un qui cherche à saboter, doucement, mais sûrement. Sophie le savait. Elle le sentait depuis le début. Delcourt n'était pas parti seul. Un soir, en quittant tard les bureaux, elle croisa une silhouette familière au parking. Philippe Arnaud, ancien bras droit de Delcourt, silencieux, loyal et toujours en poste. Il l'observa, calme, une cigarette à la main. « T'as cru que t'avais gagné, Sophie? C'est mignon. Mais tu ne comprends pas comment fonctionnent les vraies règles, les vraies alliances. » Elle le fixa. « Je ne suis pas là pour jouer à la politique. Je suis là pour que les gens ici aient un travail honnête et une direction qui n'a pas honte de se regarder dans la glace. » Il sourit, narquois. « On verra combien de temps ça dure. » Le lendemain, le serveur principal de gestion planta brutalement. Une panne suspecte. Aucun accès aux commandes clients ni aux inventaires. Le chaos. Anaïs perdit son sang-froid pour la première fois depuis des mois. S'ils effacent tout, c'est la fin. On ne pourra pas prouver les marges, les rentabilités, rien. Lucas, furieux, enfonça son poing dans une armoire. Il faut qu'on sache d'où ça vient, maintenant. Sophie appela immédiatement un expert indépendant en cybersécurité. Il découvrit que l'accès aux fichiers avait été trafiqué depuis un compte interne. Un compte utilisé par Philippe Arnaud. La confrontation fut brève. Arnaud prit la main dans le sac, nia tout, par instinct, par orgueil. Mais les logs étaient clairs. Et cette fois, Kruger ne laissa aucune place au doute. L'homme fut licencié sur le champ, mais dans les couloirs, des tensions couvaient. Certains cadres, proches de Delcourt, se taisaient. Pas hostiles, mais pas encore convaincus non plus. C'est à ce moment-là que Sophie prit sa décision la plus risquée. Elle convoqua toute l'usine, techniciens, ouvriers, administratifs, du sol au plafond, pas pour un discours, mais pour une vérité nue. Elle monta sur une palette en bois au milieu de l'atelier. « Je ne suis pas ici grâce à un diplôme. Je suis ici parce que j'ai dit non. Non à la peur. Non à la tricherie. Et si demain vous pensez que je ne suis pas digne de cette place, je partirai, mais je ne reviendrai jamais en arrière. » Un silence total. Puis un homme leva la main, un ancien, l'un de ceux qu'il avait méprisés autrefois. « T'es pas parfaite, mais t'as tenu. » Et ça, personne ne l'avait jamais fait. Une salve d'applaudissements, discrète, mais réelle. Sophie descendit de la palette. Son cœur battait à s'en rompre les côtes. Elle avait compris? On ne gagne pas le respect par la force. On le gagne par la constance.
Mais à l'autre bout de la ville, dans une brasserie discrète, Marc Delcourt signait un nouveau bail. Un petit local, une nouvelle entreprise, une nouvelle stratégie. Et dans ses yeux, une haine froide. Ce n'est pas fini, murmurait-il, pas encore. Le calme n'est jamais définitif quand les ennemis opèrent dans l'ombre. Et pour Sophie Leclerc, chaque jour de répit était désormais un jour volé à l'orage. Depuis la révélation du sabotage d'Arnaud, un climat nouveau s'était installé à Mécatronique. Pas de panique, non, mais une vigilance constante. Les employés marchaient avec prudence, comme si l'air lui-même pouvait trahir un secret. Sophie ne se faisait pas d'illusions. Marc Delcourt n'avait jamais accepté sa défaite. Et l'homme, elle le savait, n'agissait jamais frontalement. Il rongeait, il infiltrait, il attendait que les murs s'effritent de l'intérieur. Un matin, un colis sans expéditeur arriva à la réception. Pas un simple carton, un dossier relié, soigneusement étiqueté. À l'intérieur, des copies de documents confidentiels. Et une note. Elle ment aussi. Ouvrez les yeux. Sophie fut convoquée dans l'heure par le comité d'audit. Les visages étaient fermés. Les pages semblaient prouver qu'une commande avait été surévaluée, que des marges avaient été ajustées. Elle reconnut immédiatement le style des tableaux, mais pas ses chiffres. Lucas entra dans la salle, attrapa le dossier et le parcourut. Ce sont de faux documents, je peux le prouver, mais un doute s'était glissé dans l'air. Insidieux, glacial, le pire dans la manipulation, ce n'est pas la blessure, c'est le doute qu'elle laisse. Pendant les jours qui suivirent, les réunions furent plus froides. Certains cadres se repliaient, d'autres évitaient son regard. Même Anaïs semblait distante, épuisée, méfiante, murée dans ses tableaux Excel. Sophie, elle, encaissait, en silence, comme avant. Mais cette fois, elle avait appris à riposter. Elle demanda à Kruger un accès temporaire à un auditeur externe indépendant. Un nom, une femme, spécialiste en fraude documentaire. Elle s'appelait Giulia Santorini et elle ne prenait aucun parti. « Laissez-moi 3 jours, dit-elle, et je vous dirai qui ment. » Pendant ce temps, Sophie reprit chaque fichier, chaque note manuscrite, elle croisa les données, traça les adresses IP, et peu à peu, une faille apparut. Un ancien prestataire, viré par Delcourt 1 an plus tôt, avait eu accès temporaire aux bases. Et encore mieux, ce prestataire travaillait désormais dans la nouvelle société fondée par Delcourt. Le 3e jour, Julia revint, calme, inébranlable. C'est une falsification complète, et l'origine est traçable. Vous êtes victime d'une campagne de discrédit très structurée. Le but, vous forcer à démissionner ou provoquer une crise interne. Lucas, qui assistait à la réunion, tapa du poing sur la table. Ce type veut juste effacer la mémoire collective. Il veut faire croire que Sophie n'a rien accompli. Mais on va l'en empêcher. Et c'est ce qu'ils firent. Le lendemain, Sophie convoqua une conférence interne. Tous les services, tous les postes, elle expliqua. Posément, preuve à l'appui. Elle ne se défendit pas, elle démontra. Et cette fois, les applaudissements furent immédiats. Pas par sympathie, par conviction. Elle n'était plus une survivante. Elle était la garante d'une nouvelle époque. Mais ce soir-là, en regardant les vitres du bureau, elle aperçut un autocollant collé à l'extérieur. Un logo. Celui de la nouvelle entreprise de Delcourt. Et ces mots, écrits en lettres capitales, « La guerre ne fait que commencer ». L'ennemi ne cognait plus à la porte, il s'était installé dans les murs. Depuis l'apparition du logo de Delcourt sur la vitre du bureau, Sophie Leclerc savait, la guerre avait changé de forme. Ce n'était plus un combat frontal, c'était une stratégie souterraine, ciblée, calculée. Et la prochaine attaque viendrait de l'intérieur. Les semaines suivantes, des anomalies étranges se multiplièrent. Des commandes annulées à la dernière minute, des recruteurs qui tournaient le dos sans raison. Un bruit persistant, comme une lame glissant lentement sur du verre. Sophie Leclerc ne tiendrait pas. Mais ce n'était pas le plus grave. Un jour, Lucas arriva, livide. J'ai vu la liste des candidatures proposées par un cabinet de conseil en redéploiement stratégique. Tu sais qui les a envoyées? Le comité d'investissement? Appuyé par 2 membres du conseil d'administration. Ils veulent te remplacer. En douce. Sophie ne répondit pas tout de suite. Elle sentit une boule froide se former dans sa poitrine. Elle n'était pas surprise, mais blessée. Elle avait sauvé cette entreprise de l'implosion et voilà qu'on l'écartait avec le sourire poli des traîtres. Mais elle n'était pas prête à céder. Pas cette fois. Elle convoqua une réunion urgente avec le conseil.
non pas pour les supplier, mais pour les mettre face à leurs responsabilités. Dans la salle, l'ambiance était glaciale. Sophie entra, posa un dossier sur la table, puis calmement, elle prit la parole. « Vous voulez me remplacer? Très bien. Mais alors soyez honnête. Dites-le aux ouvriers qui, pour la première fois depuis des années, ont vu leurs heures supplémentaires payées à l'heure. Dites-le à nos partenaires européens qui signent de nouveaux contrats parce qu'ils savent qu'on ne ment plus. Et surtout, dites-le à Kruger, car lui, il sait ce que ça coûte de dire la vérité. Et il sait ce que je vaux. » Un silence pesant suivit. Personne ne répondit. Pas cette fois. Mais cette prise de position eut un prix. Le lendemain, une convocation judiciaire lui fut remise. Plainte pour abus de pouvoir, déposée par Delcourt lui-même. L'accusation était grotesque. Il prétendait que Sophie avait utilisé des informations confidentielles pour manipuler l'issue du rachat à son avantage. Lucas éclata de colère. « Il veut t'obliger à passer ton temps en défense, t'épuiser, gagner en discrédit par lassitude. » Mais Sophie, elle, resta calme, parce que quelque chose, au fond d'elle, s'était allumé. Elle décida de faire exactement le contraire de ce que Delcourt espérait. Plutôt que de se cacher, elle organisa une conférence de presse. Devant les journalistes, les syndicats, les salariés rassemblés dans l'atelier, elle raconta tout, avec documents, preuves, témoignages, pas pour se défendre, mais pour exposer le système qu'elle avait combattu. Le soir même, l'histoire était partout. La femme de ménage devenue PDG, accusée par l'ancien directeur corrompu. Un scandale, mais cette fois, c'était lui qui apparaissait petit, pathétique, rancunier. Kruger l'appela en privé. « Ce que vous venez de faire, c'est exactement pourquoi nous avons misé sur vous. Pas pour vos diplômes, mais pour votre colonne vertébrale. Restez droite, Sophie. L'histoire est en train de se retourner. » Et dans les couloirs de l'usine, les visages changèrent. On lui serra la main, on lui souriait. Même les plus sceptiques, cette fois, baissaient les yeux. Par respect. Mais l'épreuve finale approchait. Delcourt n'avait plus qu'une seule cartouche, et il comptait bien l'utiliser. Tout pouvait encore s'effondrer. Une dernière attaque, une dernière trahison, une ultime morsure d'un serpent blessé. Marc Delcourt n'avait plus de pouvoir légal, mais il lui restait une arme, la peur. Et il allait frapper là où ça fait mal. La veille du grand audit final mené par les investisseurs européens, un document fuitait dans la presse. Un ancien rapport financier signé de la main de Sophie Leclerc. Un faux, bien sûr. Un document maquillé, vieilli, comme s'il datait de l'époque de Delcourt, pour la faire passer, elle, pour complice d'arrangements comptables passés. Le choc fut immédiat. Des appels, des mails, des journalistes sur le parking. Le conseil se réunit d'urgence. Anaïs elle-même, d'ordinaire imperturbable, semblait secouée. Lucas, les poings serrés, lâcha entre ses dents. « Il veut faire croire que t'as couvert ses magouilles, que tu l'as remplacé, pour mieux continuer à l'ombre. » Sophie prit une grande inspiration. « Alors, on va faire exactement l'inverse. On va tout montrer. Transparence totale. Pas un mot de défense. Juste la vérité. Brute. » Le lendemain, au siège de Kruger, le comité d'audit l'écouta dans un silence de pierre. Elle présenta les vraies écritures, les vraies signatures, les comparaisons, les métadonnées et surtout, le témoignage vidéo du prestataire, celui-là même qui avait admis avoir été payé pour produire les faux documents par un certain homme d'affaires lyonnais. C'était fini. Delcourt avait tiré sa dernière balle. Elle s'était retournée contre lui. Une semaine plus tard, le verdict tomba. Marc Delcourt fut officiellement poursuivi pour fraude, harcèlement économique et atteinte à l'intégrité d'un témoin. L'entreprise de façade qu'il avait fondée fut dissoute dans la foulée. Et Sophie ne fut pas seulement blanchie. Elle fut confirmée à la tête de Mécatronique, non plus comme solution d'urgence, mais comme dirigeante élue par le conseil, avec voix majoritaire. Ce jour-là, dans l'atelier rénové, un grand panneau fut accroché au-dessus de l'entrée. Ce lieu appartient à ceux qui osent dire non. Sophie le regarda un long moment, puis elle se retourna vers les ouvriers, les ingénieurs, les femmes et les hommes qu'elle avait vus lutter, souffrir, résister. Elle n'était plus invisible. Elle était le symbole vivant que le courage paie. Pas immédiatement, pas sans douleur, mais toujours, au final. Et à toi qui lis encore cette histoire. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché.
Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie, humaine, puissante. Ton soutien compte. Parce que des récits comme celui de Sophie Leclerc peuvent tous nous inspirer à nous lever quand tout le monde se tait.